un portefeuille oublié sur un banc, et un nom qui plonge un père dans un monde de secrets valant des milliards, de secondes chances et d'amour vrai. Avant de commencer, on a besoin de vos commentaires pour améliorer nos histoires. Dites-nous ce que vous avez aimé ou pas aimé dans les commentaires. Partageons ensemble ce qu'il y a de bon. Le parc était calme ce jour-là. Le genre de calme qui ne survient qu'entre le moment où les enfants sont déposés à l'école et les courses de l'après-midi. Mike Bennett était assis sur le banc usé sous le vieil érable, dont les feuilles commençaient tout juste à brunir sur les bords. Il mâchait lentement la dernière bouchée de son sandwich au beurre de cacahuète, celui qu'Anna l'avait aidé à préparer ce matin-là, avec beaucoup trop de confiture et un pli de travers dans le pain. Cela ne le dérangeait pas. Ses déjeuners étaient ce qui se rapprochait le plus d'un repas gastronomique ces derniers temps. Une légère brise faisait bruisser l'herbe, et quelque chose attira son attention de l'autre côté du banc. Un portefeuille, fin et noir, posé soigneusement contre le bois comme s'il avait été placé là exprès. Il jeta un coup d'œil autour de lui, personne en vue, juste un écureuil qui traversait le chemin, et un jogger au loin, écouteur dans les oreilles, inconscient. Il le ramassa avec précaution, comme s'il risquait d'exploser. Le cuir était lisse, semblait coûteux, le genre de portefeuille qui n'avait pas sa place dans un quartier où la plupart des gens portaient des coques de téléphone fissurées et des bottes rafistolées avec du ruban adhésif pendant l'hiver. Ce n'est qu'en l'ouvrant qu'il se rendit compte à quel point il était étrange. Pas de carte de crédit, pas de carte d'identité, pas de permis de conduire, juste une petite liasse de billets de 100 $ tout neufs et un morceau de papier plié qui sentait vaguement la lavande. Il le déplia. Écrit d'une écriture féminine cursive, il y avait un nom, Isa. En dessous, 3 adresses, toutes mystérieuses. Mike a sifflé doucement et a regardé autour de lui, s'attendant presque à voir une caméra cachée ou quelqu'un surgir de derrière un arbre en criant « Je t'ai eu !» Mais rien ne s'est passé. Juste le vent, le bruissement des branches et le léger grincement des balançoires du parc qui tournaient dans la brise. Il fixa le portefeuille un instant, puis le glissa dans la poche de son manteau. Il ne savait pas qui était Isa. Il ne savait pas s'il s'agissait d'un test, d'une erreur ou de toute autre chose. Mais ce qu'il savait, ce qu'il avait toujours su, c'était que faire ce qu'il fallait était rarement pratique, mais que ça en valait toujours la peine. Il se leva, épousseta les miettes sur son jean et retourna vers le garage. La pause déjeuner était terminée. L'histoire ne faisait que commencer. De retour au garage, le ronronnement d'un moteur en difficulté emplissait l'air, se mêlant à l'odeur d'huile et de rouille qui imprégnait chaque recoin de ce petit espace. Mike rangea le portefeuille sur son établi, à côté d'un rouleau de ruban adhésif à moitié utilisé et d'un jeu de clés à douille ouvert. Il avait l'intention de retourner à la Subaru en panne garée dans la baie 3, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur le portefeuille, comme s'il avait une voix propre. S'essuyant les mains sur un chiffon, il finit par céder et l'ouvrit à nouveau, plus lentement cette fois, comme si l'objet pouvait révéler davantage s'il le manipulait avec précaution. Pas de permis de conduire, pas de carte de crédit, pas de carte de visite, ni de ticket de caisse. Juste les mêmes billets craquants, trop nombreux pour être ignorés, pas assez pour supposer quoi que ce soit de criminel, et un seul bout de papier plié, épais et lisse, comme s'il provenait d'un de ces sets raffinés que les gens offrent en cadeau de mariage, mais qu'ils n'utilisent jamais. Il l'ouvrit complètement, lissant les plis avec ses doigts calleux. Le nom était toujours là, Isa, rien d'autre. Pas de nom de famille, pas de titre ni de fioriture, juste 4 lettres écrites à l'encre qui avaient légèrement déteint sur le papier. En dessous, il y avait 3 adresses manuscrites, une locale, une librairie dont Mike se souvenait vaguement dans la ville voisine, une autre dans le nord de l'État, et la 3e à Manhattan, un immeuble qu'il ne reconnaissait pas, mais dont le nom semblait chic, le genre d'endroit avec un portier et des trottoirs chauffés. Il fronça les sourcils. Ça ne ressemblait plus à une erreur. Les gens ne transportaient pas d'argent liquide comme ça. Ils ne transportaient rien d'autre que de l'argent liquide et une liste d'adresses. Et ils ne laissaient certainement pas derrière eux quelque chose d'aussi personnel, à moins de vouloir qu'on le trouve. Cette pensée le troubla. Il envisagea d'appeler la police, mais que dirait-il? « Salut, j'ai trouvé un portefeuille avec de l'argent et sans papier d'identité, et je pense que le propriétaire joue peut-être à un jeu mystérieux. Ça aurait l'air génial. » Au lieu de ça, il prit son téléphone et photographia les adresses. Si c'était le début de quelque chose d'étrange, il voulait garder une trace. Puis il fit ce qu'il faisait toujours quand la vie devenait bizarre. Il retourna au boulot.
Mais alors qu'il était accroupi sous la Subaru, serrant des boulons et vérifiant des tuyaux, le nom Isa résonnait dans son esprit, doux et insistant, comme un murmure qu'il n'arrivait pas à situer. Le soleil commençait à descendre lentement lorsque Mike rentra chez lui, projetant de longues ombres dans le modeste salon, où Anna et Jake étaient allongés sur le sol avec des livres de coloriage. Le dîner mijotait sur la cuisinière. Des macaronis en boîte avec des saucisses coupées en morceaux. Le genre de repas que Mike pouvait préparer d'une main tout en jonglant avec les factures de l'autre. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers le dîner. Elles étaient tournées vers le portefeuille. Il était resté dans la poche de son manteau toute la journée, comme un poids qui lui pesait sur le côté. Après avoir couché les enfants, il s'assit enfin à la table de la cuisine, le portefeuille ouvert devant lui, les adresses et le nom déjà gravés dans sa mémoire. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Au dos du reçu du pressing, à peine lisible sous une tache de café, figurait un numéro de téléphone. Pas d'étiquette, pas de nom, juste des chiffres écrits d'une écriture rapide et cursive. Mike le fixa, le téléphone à la main, le pouce suspendu au-dessus du bouton de numérotation. Il hésita. Quelque chose lui semblait personnel, trop personnel. Mais la curiosité était tenace, et celle-ci le rongeait depuis le début de la journée. Il expira lentement, puis appuya sur l'écran. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, quelqu'un répondit. « Allô ?» La voix était féminine, grave, posée, raffinée, mais fatiguée. Mike s'éclaircit la gorge. Bonjour. Désolé de vous déranger. J'ai trouvé quelque chose, et je pense que cela pourrait vous appartenir, ou appartenir à quelqu'un que vous connaissez. » Une pause. « Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Mike Bennett. J'ai trouvé un portefeuille dans le parc aujourd'hui. Pas de papier d'identité, juste de l'argent, un nom, Isa, et une liste d'adresses. Ce numéro était écrit sur un reçu à l'intérieur. La ligne devint silencieuse, tellement silencieuse que Mike se demanda si elle avait raccroché. Puis, elle parla. « D'où appelez-vous »« Willow Creek », répondit-il prudemment, « juste à côté de Redfield. » Nouvelle pause. « On peut se voir » Mike cligna des yeux. « Oui, je suppose. Où ?»« Il y a un café à Redfield, Bell & Finch, demain à midi. »« D'accord, » répondit-il plus par réflexe que par certitude. « Apportez le portefeuille, » ajouta-t-elle. « Et merci. » La ligne fut coupée. Mike fixa son téléphone pendant un long moment, le cœur battant un peu plus fort qu'avant. Quelque chose dans cette voix, posée mais distante, lui donnait l'impression d'être entré dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il ne pouvait plus faire marche arrière. Bell & Finch était le genre de café qui s'efforçait de ne pas avoir l'air d'en faire trop. Des menus écrits à la craie sur un tableau noir, des verres en bocaux Mason et des muffins hors de prix qui étaient plus beaux que bons. Mike se sentit déplacé dès qu'il entra. Ses bottes de travail usées raclaient le sol ciré, et la chemise en flanelle qu'il avait enfilée à la dernière minute lui donnait l'impression de se camoufler dans cette mer de tenues professionnelles décontractées. Il balaya la pièce du regard, son portefeuille dans la poche de sa veste, ne sachant toujours pas pourquoi il avait accepté de venir. Cette voix au téléphone l'avait marqué, douce, posée, mais avec quelque chose en plus, quelque chose de blessé. Il l'aperçut au fond, blotti dans un coin, dos au mur, un manteau gris pâle posé sur la chaise à côté d'elle, une tasse de thé intacte devant elle. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une simple torsade, et même sans maquillage ni éclat, elle semblait ne pas être à sa place ici, comme si elle était trop habituée au silence, trop entraînée à s'y fondre. Isa Monroe. Elle leva les yeux lorsqu'il s'approcha, et pendant un instant, aucun des deux ne dit un mot. Juste le silence, juste la reconnaissance. « Mike ?» demanda-t-elle en se levant lentement. Il acquiesça. « Oui, c'est moi. » Elle lui tendit la main, sans hésitation, sans excès de familiarité, juste poliment. « Merci d'être venu. » Il la serra brièvement. Elle avait des cernes sous les yeux, pas ceux qu'on a quand on manque de sommeil, mais ceux qu'on a quand on garde des secrets pendant trop longtemps. Il sortit le portefeuille de sa poche et le posa délicatement sur la table. « Je me suis dit que tu voudrais le récupérer. » Elle le fixa longuement, comme s'il risquait de disparaître, puis elle le prit et le glissa dans son sac sans même vérifier son contenu. « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un appelle, » admit-elle, presque timidement. « Je ne m'attendais pas à un portefeuille sans papier d'identité et avec 3 adresses mystérieuses, » dit-il en esquissant un petit sourire. Sa bouche se tordit. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. C'est juste. Pendant un moment, ils sont restés assis dans un silence confortable, né d'une curiosité mutuelle et d'un sentiment inexprimé qui couvait sous la surface.
Puis Isa s'est légèrement penchée en avant, la voix plus douce. Vous n'étiez pas obligé de le rendre. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Mike a soutenu son regard. Peut-être, mais j'ai 2 enfants qui m'observent en permanence. J'essaye de m'assurer qu'ils voient les bons choix. Et pour la première fois, Isa sourit. Pas un sourire répété, mais un sourire sincère. Alors, ils ont de la chance de t'avoir. La rencontre au café se termina sans fanfare. Pas de révélation dramatique, pas de promesse soudaine. Juste un merci poli, une poignée de main douce, et Isa qui se glissa hors de la porte avec la même grâce tranquille qu'elle avait eue en entrant. Mike pensa que ce serait tout, juste un petit détour bizarre dans sa vie autrement prévisible. Mais le lendemain matin, tout a changé. Ça a commencé avec une voiture. Pas n'importe quelle voiture, mais une voiture élégante et étrangère qui ronronnait plutôt que de rugir. Elle était garée devant le garage, d'un noir profond, avec des accents chromés si propres qu'ils pouvaient refléter ta conscience. Mike ne reconnaissait même pas le logo. Elle n'était pas sur le marché. Elle n'était probablement même pas destinée à des marchés comme celui de sa ville. Du côté conducteur, un homme en costume sur mesure est sorti, avec une expression qui disait qu'il n'avait pas souri depuis 2008. Il a tendu une petite enveloppe à Mike et est parti sans un mot. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une simple carte de couleur crème. Pour votre temps, IM. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse de retour, juste un nom, plié. À l'intérieur de la carte, il y avait un chèque. Mike a cligné des yeux, puis a cligné à nouveau. 20 000 $. Il resta là pendant une bonne minute à fixer le chèque comme s'il allait prendre feu. Il pouvait rembourser ses dettes, réparer son camion, mettre de l'argent de côté pour Anna et Jake, peut-être même respirer un peu. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était du froid. L'argent non gagné avait un poids qui lui était propre. Il plia soigneusement le chèque et le remit dans l'enveloppe. Plus tard dans la soirée, la curiosité l'emporta. Il chercha son nom. Pas Isa Monroe, la femme mystérieuse, mais Isa Monroe, du groupe Monroe Holdings. Des dizaines d'articles apparurent. Une héritière milliardaire dans le domaine de la technologie et de l'immobilier sur 3 continents. Des interviews où elle souriait juste assez pour paraître humaine et des chroniques People où elle disparaissait juste assez longtemps pour sembler hantée. Des propriétés privées, des salles de réunion, des procès, des actions philanthropiques et des rumeurs selon lesquelles quelque chose clochait dans les fondations de son empire. Il se cala dans son fauteuil, les yeux rivés sur l'écran. Isa Monroe ne s'était pas simplement détournée de la richesse. Elle l'avait fui, rapidement et loin. Et maintenant, elle était là, dans son orbite. Et Mike n'arrivait pas à comprendre pourquoi. L'invitation lui était parvenue par SMS, courte, polie et juste assez formelle pour donner l'impression qu'elle avait été révisée 3 fois avant d'être envoyée. Est-ce que ça te dérangerait si j'offrais une glace à tes enfants pour te remercier, toi et eux? Mike fixa le message pendant une longue minute. Isa n'avait pas donné de nouvelles depuis le café, ni après l'enveloppe, ni après la voiture. Il avait toujours le chèque. Il n'avait toujours pas décidé quoi en faire. Mais là, c'était différent. Il montra le message à Anna ce soir-là, alors qu'elle se balançait sur son tabouret de cuisine en coloriant une licorne à moitié terminée. « On la connaît ?» demanda Anna en penchant la tête. « C'est la dame à qui j'ai rendu son portefeuille », répondit Mike. « Elle veut nous remercier. » Jake, qui était par terre en train d'aligner ses petites voitures en une rangée parfaite, se redressa d'un coup. « Elle va apporter des pépites de chocolat ?» Mike rit. « Je vais lui demander. » Le samedi après-midi, ils étaient assis à une table du Sweet Spoon Creamery, l'un des rares endroits de la ville qui n'avait pas changé depuis 20 ans. Isa est arrivée pile à 14h. Elle portait un jean et un pull bleu marine, les cheveux tirés derrière les oreilles. Elle avait un petit sac à main en bandoulière, comme si elle essayait de ne pas détonner et qu'elle n'y arrivait pas, mais de la manière la plus douce qui soit. Anna l'observait avec une curiosité non dissimulée. Jake voulait juste un cornet gaufré. Isa s'agenouilla à côté de leur table, les regardant dans les yeux, un doux sourire aux lèvres. « Tu dois être Anna, dit-elle. Puis elle fit un signe de tête à Jake. « Et toi, tu es Jake. » Jake leva 5 doigts. « J'ai 5 ans. » Le sourire d'Isa s'élargit. Encore mieux. Ils commandèrent du chocolat pour Jake, de la fraise pour Anna et de la vanille pour Isa. Mais elle toucha à peine à son cornet. Au lieu de ça, elle écouta. Elle écouta vraiment. Anna parlait du concours d'art de son école et Jake expliquait fièrement les règles de sa course imaginaire de Monster Trucks. Mike observait, un peu abasourdi. Isa n'avait pas son téléphone à la main. Elle ne jetait pas de regard distrait et ne feignait pas de s'intéresser. Elle était présente, sincère,
Et lorsqu'elle riait à une blague d'Anna, ce n'était pas par politesse, c'était réel. Après, alors qu'ils s'essuyaient les doigts collants et ramassaient les serviettes, Anna s'est penchée pour murmurer « Je l'aime bien, papa ». Mike n'a pas dit grand-chose en réponse, mais il a hoché la tête. Parce qu'il l'aimait bien aussi, plus qu'il n'aurait dû. Le loyer pesait sur Mike comme un nuage noir depuis un mois. Il avait 2 semaines de retard, jonglant entre les heures supplémentaires au garage et se rassurant à voix basse chaque fois que les enfants s'endormaient. On va y arriver, on y arrive toujours. Mais l'espoir s'amenuisait lorsque le frigo ronronnait plus fort que d'habitude et que le radiateur tout sautait comme s'il avait besoin d'un réparateur. Le mardi, un avis rose glissa sous la porte. Dernier avertissement. Il le fixa plus longtemps qu'il n'aurait dû, encore en bottes, sa veste à moitié zippée. Le poids dans sa poitrine lui était familier, trop familier. Alors, quand il s'est arrêté au bureau immobilier le lendemain matin, se préparant à une conversation difficile, il était prêt à entendre les promesses habituelles, les paiements partiels, peut-être une prolongation si l'employé se sentait généreuse. Au lieu de ça, la femme à la réception a levé les yeux avec un sourire radieux. « C'est réglé », a-t-elle dit. Mike a cligné des yeux. « Quoi ?» Elle a tapé quelques touches. « Le paiement a été effectué ce matin, le solde complet plus 2 mois d'avance. » Il secoua lentement la tête. « Non, il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas payé ça. » « Il n'y a pas d'erreur. » Elle baissa la voix. « Le paiement a été effectué par virement bancaire, de source anonyme. Il provient d'un de ses comptes fiduciaires privés. » Le cœur de Mike se serra. Il n'avait pas besoin d'un nom pour savoir d'où venait cet argent. Cet après-midi-là, il se tenait au bord du parc, près du banc où il avait trouvé le portefeuille. Le vent vif d'octobre tirait sur ses manches tandis qu'il regardait le chemin désert. Isa n'était pas là, mais il ne s'attendait pas à la voir. Pas cette fois. Plus tard, quand son téléphone a vibré, il n'a pas pris la peine de faire semblant de ne pas avoir vu le message. « IM, désolé. Je ne voulais pas dépasser les bornes. Tu n'as pas demandé d'aide, mais parfois, il est normal d'accepter. Considère ça comme un autre remerciement. » Il fixa l'écran pendant un long moment. Puis il tapa un seul mot. « Pourquoi ?» Sa réponse fut rapide. « Parce que les gens comme toi ne demandent pas, et que les gens comme moi donnent rarement pour les bonnes raisons. J'essaie de changer ça. » Mike ne savait pas ce qui le dérangeait le plus, qu'elle ait payé le loyer ou qu'elle sache exactement qui il était. Ils se sont revus au parc, sur le même banc, à la même heure. Mais l'ambiance entre eux n'avait plus rien de familier. Mike est arrivé le premier, les mains enfoncées dans les poches de sa veste de travail, la mâchoire serrée. Isa est apparue quelques instants plus tard, calme comme toujours, même si ses yeux trahissaient une certaine inquiétude lorsqu'elle s'est approchée. Elle s'assit à côté de lui sans un mot, mais le silence était lourd, le genre de silence qui menaçait de se briser au moindre souffle. « Tu as payé mon loyer », dit Mike d'un ton neutre, le regard fixe. Isa expira doucement. « Ah bon ? Pourquoi ?» Sa voix était maintenant plus tendue, contrôlée. « Tu penses que je ne peux pas m'occuper de mes propres enfants ? Ce n'est pas ce que je pense. » Elle le regarda, le visage impassible. « J'ai vu un problème, j'ai aidé. » Mike se tourna vers elle. « Ouais, et qu'est-ce qui te donne le droit de décider que j'avais besoin d'être sauvé ? » « Je ne t'ai pas sauvé, Mike, » dit-elle doucement. « Je t'ai remercié. » « Il y a une différence. » Il se leva, passant une main dans ses cheveux. « Tu ne comprends pas. Tu peux venir ici, distribuer des chèques, appeler ça de la gentillesse. Mais pour moi, c'est de la charité, et je n'en veux pas. » Elle resta assise, la voix posée. « Tu penses que ça te rend plus fort ? Refuser de l'aide simplement parce qu'elle vient d'une personne en qui tu n'as pas confiance. » Mike serra les poings, mais ne dit rien. « Je n'ai pas envoyé d'argent pour te faire honte, » dit-elle en se levant enfin pour le regarder dans les yeux. « Tu n'es pas un projet. Tu es un homme bien, un bon père qui a aidé un inconnu sans rien attendre en retour. C'est rare. Et je voulais faire quelque chose de bien en retour. C'est tout. » Mike la fixa, la frustration et autre chose tourbillonnant dans ses yeux. « Tu aurais pu simplement dire merci. »« Je l'ai fait, » répondit-elle. Mais les remerciements s'estompent. Les avis de loyer, non. Le silence revint, d'un autre genre. Finalement, Mike soupira. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que l'argent résout tout. » Isa s'adoucit. « Moi non plus. C'est pour ça que j'ai tout laissé derrière moi. » Mike la regarda, et pour la première fois, il le vit. La solitude derrière le calme, le prix des privilèges dont personne ne parle jamais. « La prochaine fois, » dit-il d'une voix plus basse. « Demande. » Elle acquiesça. « D'accord. » Le café semblait différent cette fois-ci. Moins comme un terrain neutre, plus comme un terrain familier. Isa commanda toujours un thé qu'elle ne boirait pas, et Mike prit toujours son café noir, brûlant, comme si c'était la seule chose qui le retenait dans l'instant présent.
Ils s'assirent face à face dans la même banquette qu'avant, le doux murmure de la conversation et le tintement des couverts remplissant l'espace entre deux gorgées. Mike ne s'attendait pas à ce qu'elle lui envoie un autre SMS, encore moins à ce qu'elle lui propose une autre rencontre, mais elle l'avait fait, et quelque chose dans son ton, doux, hésitant, lui avait rendu impossible de dire non. « Je te dois une explication », dit-elle, les doigts enroulés autour de sa tasse. « À propos de tout. »« Tu ne me dois rien », répondit Mike. Mais la curiosité dans sa voix le trahit. Isa sourit faiblement, les yeux fixés sur la fenêtre plutôt que sur lui. IM naît dans une vie qui semblait parfaite vue de l'extérieur. Communiqué de presse, bal de charité, couverture de magazines. Mon père possédait la moitié de la ligne d'horizon de New York, et ma mère s'était assurée que je sache quelle fourchette utiliser dès l'âge de 5 ans. Mike haussa un sourcil. Ça a l'air épuisant. Ça l'était, dit-elle, mais c'était aussi normal. Être une Monroe signifiait jouer un rôle. Je n'étais pas une fille. J'étais une remplaçante pour la prochaine génération, préparée pour les conférences de presse et les réunions d'entreprise. Il se fichait de ce que je voulais, il se souciait juste de mon apparence et de ce que je faisais quand il me le demandait. Mike se pencha en arrière, croisant les bras. « Alors, tu es parti ?»« Pas tout de suite, » admit-elle. « J'ai essayé pendant des années de m'intégrer pour qu'il soit fier de moi. J'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai dirigé des divisions, mais chacune de mes décisions était conditionnée. Je n'étais pas Isa. J'étais un pion avec de beaux cheveux et un sourire stratégique. » Elle fit une pause, baissant la voix. « Puis ma mère est morte et quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé tout ce que nous avions, l'argent, le pouvoir, les privilèges, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus respirer. Alors IM partit discrètement. J'ai liquidé ce que je pouvais. J'ai brûlé mes ponts et disparu. Mike la fixait du regard. Et maintenant, tu es ici, à Willow Creek. » Elle croisa enfin son regard, à la recherche de quelque chose de réel, de petit, d'honnête. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant d'acquiescer lentement et fermement. « Eh bien, tu as choisi la bonne ville pour ça. » Le banc devint une sorte de rituel. Tous les jeudis, juste après le déjeuner, Mike terminait une réparation ou une vidange, s'essuyait les mains et marchait quelques pâtés de maison jusqu'au parc. Et tous les jeudis, Isa était déjà là, parfois avec un café, parfois avec rien d'autre que ce calme tranquille qu'elle portait comme une armure. Il ne l'avait jamais prévu, jamais confirmé, mais d'une manière ou d'une autre, ils savaient tous les deux qu'ils devaient venir. Au début, leur conversation était simple. La météo, les enfants, les nouvelles insolites, des banalités qui restaient en surface. Mais au fil de la semaine, les mots s'approfondissaient lentement, comme l'eau qui use la pierre. Mike lui a parlé des dessins d'Anna, de la façon dont elle avait transformé le garage en galerie avec ses bonhommes allumettes arc-en-ciel et ses fières déclarations d'exposition artistique. Isa a ri sincèrement et a promis d'apporter des crayons de couleur la prochaine fois. Elle l'a fait, dans toutes les nuances imaginables. Il lui a parlé des terreurs nocturnes de Jake, comment parfois il se réveillait en pleurant pour sa mère, même s'il se souvenait à peine d'elle. Comment Mike avait appris à s'asseoir dans le noir et à murmurer des histoires inventées juste pour aider le garçon à se rendormir. Isa écoutait toujours. Elle n'essayait jamais de régler le problème, ne changeait jamais de sujet, elle écoutait simplement, comme si elle avait autant besoin de ces histoires que lui en avait besoin de les raconter. En échange, elle partageait des bribes de sa vie, son amour des vieux films, comment elle s'échappait des collectes de fonds pour se cacher dans les cuisines des hôtels et préparer des croque-monsieur avec le personnel. Comment elle n'avait pas parlé à son père depuis près de 2 ans. Comment, parfois, quand le silence devenait trop pesant la nuit, elle jouait la même chanson au piano en boucle juste pour avoir l'impression que le silence ne l'emportait pas. Mike ne lui demandait jamais plus que ce qu'elle donnait, et Isa ne s'excusait jamais pour ce qu'elle taisait. Leur sourire était désormais plus facile, moins prudent, plus familier. Ils ne se touchaient toujours pas même une main sur l'épaule, mais l'espace entre eux ne semblait plus aussi grand. Et même si aucun des deux ne le disait à voix haute, ils savaient tous les deux que ce vieux banc public était devenu quelque chose de rare, un endroit où ils pouvaient simplement exister, sans attente, sans masque, juste authentique. Il est arrivé dans une enveloppe blanche impeccable, du genre imprimé sur du papier cartonné épais et avec des initiales en relief qui criaient « Vieille fortune » et « Attente ancienne ». Isa l'a trouvé glissé sous la porte de son cottage loué un matin pluvieux. L'adresse de l'expéditeur était impossible à manquer. Monroe & Calhoun, LLP, Manhattan, NY. Elle ne l'a pas ouverte tout de suite. Pendant des heures, elle est restée intacte sur la table de la cuisine, à côté de son thé froid et d'un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment.
La pluie tapait sans arrêt contre les fenêtres, et elle n'arrivait toujours pas à se résoudre à briser le seau. Mais finalement, la curiosité, ou peut-être l'inévitabilité, l'a emporté. La lettre était courte, formelle, sans aucune chaleur. Madame Monroe, votre père, Charles Monroe, demande un entretien privé concernant la restructuration actuelle de Monroe Holdings et vos intérêts restants dans cette société. Il a exprimé le souhait de vous parler en personne. Le temps presse. Veuillez contacter notre bureau dès que possible. Cordialement, Henry J. Calhoun. Isa l'a lu 3 fois, serrant les mâchoires à chaque lecture. Il n'y avait pas de « tu me manques », pas de « IM désolé », juste du jargon juridique déguisé en sentiment. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son père depuis plus de 20 mois, pas après la rupture, pas après son départ précipité, pas après avoir quitté la seule vie qu'elle ait jamais connue. Quand elle est partie, elle a tout laissé derrière elle. Son siège au conseil d'administration, son fonds fiduciaire, l'a vue depuis son penthouse. Et en échange, elle n'a reçu que le silence. Pas de désapprobation, effaceur. Et maintenant, il voulait la voir. Elle plia soigneusement la lettre, la glissa dans son enveloppe et la rangea dans un tiroir qu'elle ouvrait rarement. Plus tard dans l'après-midi, elle s'assit sur le banc du parc plus tôt que d'habitude, les bras serrés autour d'elle. Elle ne remarqua pas le vent, ni le soleil qui perçait à travers les nuages. Elle fixait le vide, l'esprit perdu dans des souvenirs qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Quand Mike arriva et s'assit à côté d'elle, il remarqua immédiatement le changement. « Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de lui tendre l'enveloppe. Il la retourna entre ses mains, puis lui jeta un coup d'œil. « Tu vas la lire ?»« Je l'ai déjà lue. » Et elle le regarda, les yeux lourds. « Il veut me voir, pas parce que je lui manque, mais parce qu'il a besoin de quelque chose. » Mike hocha lentement la tête. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, » dit-elle doucement. « J'ai quitté cette vie pour une raison. Mais certains fantômes ne restent pas enfouis. » Il n'insista pas. Il resta simplement là. Et pour la première fois de la journée, elle se laissa aller à se blottir légèrement contre le réconfort de quelqu'un qui ne voulait rien d'elle. La moto était rouillée quand Isa l'a amenée dans le garage, les pneus à plat, la chaîne pendante comme un collier oublié. La peinture, autrefois rouge cerise, avait pris une teinte plus proche du rose poussiéreux, écaillée et rayée par des années de négligence. Elle l'a amenée enveloppée dans une couverture, comme si elle transportait quelque chose de fragile, plutôt qu'un vieux morceau de métal. Mike a levé les yeux dessous le capot d'une Ford cabossée, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Isa a hésité. C'est une longue histoire. Il s'est approché, haussant un sourcil alors qu'elle le déballait. Le vélo semblait bon pour la casse, mais la façon dont elle l'a posé délicatement à 2 mains l'a fait réfléchir. « C'était le mien, a-t-elle dit, quand j'étais petite. C'est la seule chose que j'ai jamais conduite qui n'avait ni moteur ni chauffeur. » Mike s'accroupit à côté, tourna lentement la pédale et testa les leviers de frein. « On dirait qu'elle a encore de la ressource. Tu penses qu'elle est réparable ?» demanda-t-elle, presque comme si elle ne voulait pas y croire. Il lui adressa un petit sourire. « Tout peut être réparé. Ça prend juste du temps et quelqu'un qui s'en soucie. » L'après-midi a laissé place au soir. Mike a sorti des pièces qu'il n'avait pas utilisées depuis des années, des éléments réutilisés provenant de boîtes oubliées, et a laissé Isa lui passer les outils tandis qu'elle était assise en tailleur sur le sol du garage. Elle l'observait travailler avec une fascination silencieuse, la façon dont ses mains bougeaient sans hésitation, la façon dont il parlait au vélo comme s'il s'agissait de quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Ils ont discuté pendant qu'ils travaillaient, pas de son père, ni de la lettre, ni du passé. Juste de petites choses, de musique, de films, de la façon dont Jake essayait toujours de porter les 2 chaussettes sur un seul pied juste pour faire rire Anna. Au moment où le soleil plongea sous l'horizon, la moto était debout, les roues alignées, la chaîne polie, la peinture rouge retouchée avec soin. Isa la regardait comme si c'était un objet sacré. « Tu l'as rendue belle à nouveau », murmura-t-elle. Mike haussa les épaules. Elle l'a toujours été. Il fallait juste quelqu'un pour le voir. Et dans ce garage calme et huileux, Isa réalisa qu'il ne réparait pas seulement des vélos, des voitures ou des journées gâchées. Il la réparait aussi. Lentement, doucement, petit à petit. Mike n'avait pas prévu de faire un geste grandiose. C'était juste un mardi, et les enfants voulaient encore des spaghettis. Il remuait la sauce d'une main et retournait le pain à l'ail de l'autre quand il jeta un coup d'œil à son téléphone et tapa le message presque sans réfléchir. « Dîner chez nous, rien d'extraordinaire. Viens avec ton appétit. » Il l'a presque regretté après l'avoir envoyé. Ça semblait trop personnel. Mais 20 minutes plus tard, Isa a répondu
Je serai là. Elle est arrivée juste après 18 heures, les cheveux tirés en une tresse lâche, vêtue d'un jean et d'un pull bleu marine qui avait clairement été plus confortable que chic. Elle tenait dans ses mains un petit bouquet de marguerites achetées à l'épicerie, lumineuses, imparfaites et tout à fait inutiles. Jake a couru vers la porte pieds nus, tenant un crayon dans une main et une couronne en papier dans l'autre. « On fait des royaumes », a-t-il dit. Isa s'est agenouillée à sa hauteur. « Eh bien, Votre Majesté, I.M. honoré d'être invité. » Anna a jeté un coup d'œil derrière le canapé en souriant. « Je t'ai dessiné quelque chose », a-t-elle dit, en tendant un dessin représentant une fille avec une longue tresse et une robe violette scintillante. « C'est toi. » Isa cligna des yeux, prise au dépourvu. « C'est magnifique, » dit-elle d'une voix douce. « Je n'ai jamais eu de portrait auparavant. » Le dîner fut bruyant et chaotique. Rien à voir avec les repas auxquels Isa avait été habituée. Pas de personnel, pas de nappe rigide, ni de verre qui teintait au mauvais moment. Juste des assiettes ébréchées, des pâtes trop cuites et 2 enfants qui ne pouvaient s'empêcher de raconter des blagues entre 2 bouchées. Mike versa du vin dans des tasses dépareillées. « C'est du rouge, » dit-il. « C'est tout ce que je sais. » Isa rit. Elle rit vraiment. Et quelque chose se détendit dans sa poitrine. Après le dîner, Jake insista pour qu'elle participe à leur concours de coloriage. Elle s'assit en tailleur sur le sol, un crayon de couleur dans chaque main, faisant semblant de prendre ça au sérieux pendant que Mike faisait la vaisselle au son de la radio en fond sonore. À un moment donné, Anna se pencha vers elle et lui murmura « Tu es vraiment douée pour rester dans les lignes. » Isa sourit. « J'étais douée pour beaucoup de choses comme ça avant. » À la fin de la soirée, alors que les enfants étaient en pyjama et que Mike lui offrait une 2e tasse de vin, Isa regarda autour d'elle cette petite maison imparfaite et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas celle qui vient du silence. Celle qui vient du sentiment d'appartenance. La nuit était calme, comme seules les petites villes peuvent l'être. Pas de sirène, pas de circulation, juste le faible bourdonnement du vent qui soufflait dans les branches des arbres et le léger grincement de la balancelle sous le porche. Mike et Isa étaient assis côte à côte sur la balancelle devant sa maison. Entre eux, 2 tasses dépareillées de thé refroidi, la lumière du porche projetant un halo doux au-dessus de leur tête. Les enfants étaient couchés depuis des heures. Jake s'était endormi au milieu d'une phrase, Anna juste derrière lui, recroquevillée avec un livre qu'elle faisait semblant de ne pas lire à l'envers. La maison était maintenant silencieuse, mais d'un silence qui semblait plein, pas vide. Isa n'avait pas beaucoup parlé depuis le dîner. Son rire s'était estompé à mesure que la nuit avançait, et Mike savait qu'il valait mieux ne pas insister. Parfois, le silence était synonyme de réconfort. D'autres fois, ça voulait dire que la tempête était encore en train de se préparer. Au bout d'un moment, elle prit la parole. « Ma mère est morte il y a 3 ans. » Mike tourna la tête, attendant. Elle avait un cancer, le genre qui arrive discrètement et qui finit vite. La voix d'Isa était calme, mais elle tremblait légèrement. Elle n'en a parlé à personne avant qu'il ne soit trop tard, même pas à moi. Elle ne voulait pas qu'on s'agite autour d'elle. Elle disait que les Monroe ne montraient pas leur faiblesse. Mike ne dit rien. Il la laissa simplement parler. La balancelle grinçait doucement sous leur poids. Elle était la seule à m'avoir vraiment vu. Le reste de la famille me traitait comme un atout, une future cadre, une extension de l'héritage Monroe. Elle fit une pause, la mâchoire serrée. Mais maman, elle se souvenait que j'aimais les livres. Elle me glissait des biscuits à minuit. Elle était la seule douceur dans un monde construit de marbre et de verre. Et quand elle est partie, dit Mike doucement, il ne restait plus que le marbre. Elle acquiesça. Exactement. Et je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus prétendre que l'argent compensait le silence. Je ne pouvais plus rester assise dans les salles de réunion alors que mon cœur semblait pourrir de l'intérieur. Il la regarda vraiment, cette femme qui portait son chagrin comme s'il était cousu dans sa peau. « I.M. parti », dit-elle. « Mais je n'ai pas seulement quitté l'entreprise. Je me suis quitté moi-même. Je ne savais pas comment vivre sans elle. » Mike ne lui offrit pas de paroles réconfortantes. Il se contenta de tendre la main et de recouvrir la sienne de la sienne, ferme et chaleureuse. « Tu es toujours là, » dit-il doucement, « et tu retrouves ton chemin. » Et dans le silence qui s'installa entre eux, Isa ferma les yeux un instant et se laissa croire qu'il avait peut-être raison. Ça devait être un après-midi simple, juste Mike, Isa et les enfants se promenant dans le festival d'automne sur la place du village. Des bottes de foin, du cidre de pomme et des stands proposant des écharpes tricotées à la main et des bougies artisanales. Jake portait un chapeau de cow-boy en papier.
Anna avait le visage peint comme un papillon. Tous les quatre se déplaçaient comme une famille, même si personne n'avait prononcé ce mot à voix haute. Isa s'était autorisée à se détendre un peu. Elle avait ri des mauvaises blagues de Mike, avait aidé Anna à choisir un roulé à la cannelle plus gros que son visage et n'avait pas bronché quand quelqu'un avait appelé sa mère par erreur. Elle ne les avait pas corrigés non plus, mais ce moment s'était brisé aussi vite qu'il s'était formé. Il se tenait près du stand de pop-corn, ses lunettes de soleil repoussées dans ses cheveux, son téléphone à la main, le genre d'homme qui semblait ne jamais se salir, impeccable, tiré à 4 épingles, brillant. Isa l'a reconnu tout de suite. Grant Holloway, directeur général de Monroe Holdings, le bras droit de son père et son ex-fiancée. Elle est devenue toute pâle. Il l'a vue en même temps. Il ne l'a pas interpellée, il a juste penché la tête, lui a fait son sourire poli, prêt pour les médias, et s'est mise à marcher vers eux. Mike a remarqué qu'elle était figée et s'est instinctivement approché. « Isa », a dit Grant d'un ton suave, s'arrêtant juste avant d'envahir son espace. « Je ne m'attendais pas à te trouver dans le pays de la flanelle. Je ne m'attendais pas à ce que tu me suives », a-t-elle répondu d'une voix froide. « Je ne te suivais pas », dit-il en jetant un coup d'œil à Mike, puis aux enfants, les sourcils levés. « Compagnie intéressante ». Mike tendit la main, mais Grant détourna le regard et ne bougea pas. Mike la retira. Il n'avait pas besoin d'être présenté pour savoir exactement à quel genre d'homme il avait affaire. « I am content de voir que tu t'adaptes », ajouta Grant, le sourire aux lèvres. « Ça va certes, tu penses pouvoir disparaître, mais les gens n'oublient pas comme ça, surtout les Monroe, et encore moins quand on les voit vivre une histoire digne d'un film Hallmark dans une petite ville perdue. » Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna, tapant déjà quelque chose sur son téléphone. À la tombée de la nuit, le nom d'Isa était en tête des tendances. Une photo floue d'elle et de Mike près du stand de cidre. Les gros titres murmuraient des scandales, des secrets, et la Monroe Holdings se cachant avec un homme mystérieux et 2 enfants. Elle fixait l'écran dans la cuisine de Mike, son téléphone vibrant sans arrêt. Mike se tenait à côté d'elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Alors, dit-il, calmement mais fermement, c'est le passé ?» Elle acquiesça lentement, la gorge serrée. « C'est la partie que je fuyais. » Il la regarda droit dans les yeux. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. La matinée commença comme toutes les autres. Jake sautait sur le lit avant le lever du soleil. Anna réclamait des pancakes avec des pépites de chocolat qu'il n'avait pas. Et Mike se traînait jusqu'à la cuisine dans son vieux pantalon de survêtement, à moitié endormi et déjà en retard. Il ne remarqua rien d'anormal jusqu'à ce qu'il prenne son téléphone et voie les messages non lus. Il y en avait des dizaines, des appels manqués, des notifications provenant de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Le premier message qui attira son attention venait d'un pote à qui il n'avait pas parlé depuis 1 an. « Mec, t'es célèbre. C'est quoi ça ?» En pièce jointe, il y avait une capture d'écran floue provenant d'un blog People. Mike cliqua sur le lien avec un nœud à l'estomac. Il était là. Ils étaient en première page d'un site web clinquant dont il n'avait jamais entendu parler. Une photo de lui et Isa marchant dans le festival d'automne. Jake perché sur ses épaules, Anna tenant la main d'Isa comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le titre disait « Isa se cache, Isa Monroe aperçue avec un homme mystérieux et des enfants dans un rebondissement romantique dans une petite ville ». Il a continué à faire défiler la page. Il y avait des spéculations sur la disparition d'Isa, des théories du complot, des citations de sources anonymes proches de la famille Monroe. Certains la félicitaient d'avoir choisi une vie plus simple, d'autres se moquaient d'elle, qualifiant son choix de mise en scène, de coup de pub. Et puis il y avait lui, Mike Bennett, mécanicien local, père veuf. Quelques articles mentionnaient déjà son nom complet, le nom de son garage, une page Yelp avec des avis négatifs à 1 étoile. Quelqu'un avait même posté une photo de son camion avec la légende « Est-ce le nouveau véhicule d'Isa Monroe ?» Il posa son téléphone comme s'il était brûlant. Les enfants prenaient leur petit déjeuner à table, discutant des énigmes au dos des boîtes de céréales, sans se douter que le monde extérieur observait désormais leur petite maison. L'esprit de Mike tournait à toute vitesse. Il n'était pas fait pour ça. Il réparait des moteurs. Il préparait les boîtes à lunch. Il ne vivait pas sous les projecteurs. Quand Isa frappa à la porte 30 minutes plus tard, il faisait déjà les 100 pas. Elle vit l'expression sur son visage avant qu'il ne dise un mot. « Ils savent », murmura-t-il d'une voix tendue. « Tout, à propos de moi, à propos des enfants. » Isa entra lentement. Je ne voulais pas que ça arrive. Il croisa son regard, blessé, sur la défensive. Je sais, mais ça ne change rien au fait que c'est arrivé. Et pour la première fois depuis leur rencontre, l'espace entre eux lui semblait étrange. Les journalistes arrivèrent en masse. Au début,
Il s'agissait simplement de quelques voitures inconnues, garées trop longtemps en face du garage. Mike les remarqua pendant qu'il faisait tourner les pneus, les moteurs tournant au ralenti, les appareils photo à peine cachés derrière les vitres teintées. Puis vinrent les questions criées depuis les trottoirs, les flashs des appareils photo alors qu'ils fermaient boutique après la fermeture, et les inconnus demandant à Anna et Jake s'ils aimaient vivre avec un Monroe. Il a essayé de garder son sang-froid. Il a appelé le shérif, mis des panneaux, et a même menacé de prendre des mesures légales. Mais les rumeurs continuaient de grandir. Et chaque fois qu'il allumait son téléphone, il y avait un autre article, un autre angle, un autre titre qui transformait leur vie en une histoire dans laquelle ils n'avaient pas demandé à jouer. L'héritière Isa Monroe tombe amoureuse d'un père de 2 enfants issus de la classe ouvrière. De la tragédie au conte de fées. Dans la vie d'une petite ville d'Isa Monroe. Isa est venue moins souvent à la maison après ça. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que chaque fois qu'elle venait, ça empirait. Les caméras la suivaient dans la rue. Son nom était soudainement dans toutes les émissions matinales, sur tous les sites de divertissement. Son visage était à côté de photos floues du Porsche de Mike, de ses enfants, et même de l'école primaire de Jake. Un soir, elle est arrivée en retard, les cheveux cachés sous une casquette, les lunettes de soleil baissées. Mike a ouvert la porte et l'a trouvée debout, un sac à dos sur l'épaule, le visage tendu, fatigué, désespéré. « IM restait à 1 heure de la ville », a-t-elle dit doucement. « La presse m'a suivi jusqu'au cottage. Quelqu'un a pris une photo avec un drone à travers la fenêtre. Mike n'a rien dit au début. Il s'est juste écarté pour la laisser entrer, fermant la porte derrière elle comme si ça pouvait retenir le monde entier. « Je n'ai jamais voulu ça pour toi », murmura-t-elle, la voix brisée. « Pour eux. Ils ont peur, » dit-il honnêtement. « Anna ne veut pas aller à l'école. Jake m'a demandé si tu avais des problèmes. »« J'ai des problèmes, » dit-elle en faisant les 100 pas. « Mais pas comme il le pense. Je me suis éloignée de tout ça parce que je ne pouvais plus respirer. Maintenant, j'ai amené toute la tempête à ta porte. » Elle le regarda, les yeux suppliants. « Dis-moi comment arranger ça. » Mike expira. « Je ne pense pas que tu puisses. » Et ça la brisa plus qu'elle ne l'aurait cru, car pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose de réel. Et maintenant, elle le voyait lui échapper. Mike se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre comme si elle pouvait lui donner des réponses. La vaisselle était restée intacte dans l'eau savonneuse, la vapeur s'élevant dans le silence. Dehors, le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans le jardin où la balançoire d'Anna se balançait dans le vent, vide. Isa était assise à la table derrière lui, les mains serrées, les jointures pâles. Elle n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Pas vraiment. Juste des excuses discrètes, des explications douces. Mais rien de tout cela ne faisait disparaître les gros titres. Rien de tout cela n'empêchait Jake de pleurer quand des inconnus lui criaient des questions depuis le parking de l'école. Finalement, Mike se retourna. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Isa leva les yeux. « Mike. » Il leva la main, la voix calme, mais tendue. « Partout où je vais maintenant, il y a une caméra. Des gens qui fouillent dans le garage. Des journalistes qui attendent à la station-service. Mes enfants ne peuvent pas marcher dans la rue sans que quelqu'un ne prenne une photo. Je ne voulais pas dire « Je sais que tu ne voulais pas ». Il passa une main dans ses cheveux. « Mais ça n'a pas d'importance. Ton monde ne se contente pas de te rendre visite, Isa. Il t'envahit. » Elle se leva lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire... » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas faire partie de ça. Pas si ça signifie qu'Anna a peur d'aller à l'école. Pas si Jake me demande tous les soirs si les gens avec les lumières clignotantes vont t'emmener. » Elle sursauta comme s'il l'avait frappée. « IM juste un gars qui essaye d'élever 2 enfants du mieux qu'il peut, » continua-t-il. « Et pendant un instant, j'ai pensé que tu pourrais peut-être en faire partie, que nous pourrions construire quelque chose de petit, de tranquille, de réel. » Sa voix se réduisit à un murmure. « Mais ta vie n'est pas tranquille, et je ne peux pas demander à mes enfants de porter le poids de ton nom. » Isa s'avança, les yeux vitreux, la voix tremblante. « Alors c'est tout. » Mike acquiesça, ravalant tout ce qu'il ne voulait pas dire. « Je dois les protéger, même si ça signifie renoncer à la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Le silence les enveloppa comme un brouillard épais et inéluctable. Puis Isa prit son manteau, les mains légèrement tremblantes. « Je comprends, » murmura-t-elle, « vraiment. » Elle s'arrêta à la porte, se retournant une dernière fois. « Je n'aurais jamais pensé être la tempête. » Puis elle disparut. Le banc resta vide pendant 5 jours. Les feuilles autour devinrent cassantes et dorées, s'accumulant en tas silencieux sous les arbres. Des écureuils passaient en courant. Les rires des enfants résonnaient au loin.
Mais l'espace lui-même, la courbe du bois, lissée par le temps et les intempéries, semblait abandonnée, comme s'il attendait. Mike passait en voiture une fois, peut-être 2 fois par jour. Il se disait qu'il prenait juste le chemin le plus long pour aller au magasin, ou la route panoramique pour rentrer du garage. Mais chaque fois qu'il passait devant l'entrée du parc, quelque chose se serrait dans sa poitrine. Il ne s'arrêtait pas. Il ne pouvait pas. Le banc avait une signification. Il leur appartenait avant même qu'ils ne soient ensemble. Un endroit où les mots venaient facilement et où les silences ne semblaient pas créer de distance. Maintenant, ce n'était plus qu'un banc. Et cette simple vérité lui faisait plus mal qu'il ne l'aurait cru. À la maison, le silence était pesant. Anna n'arrêtait pas de demander quand Isa repasserait. Et Mike n'avait pas le courage de lui expliquer d'une manière compréhensible pour une enfant de 8 ans. « Elle est occupée », disait-il. « Son monde est différent. » Anna le regardait comme si elle en savait plus qu'elle ne le devrait. « Tu ne lui as pas dit de partir, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Non, pas exactement. » Elle ne dit rien après cela. Elle retourna simplement à son dessin, une image de leur famille, cette fois sans Isa. Jake ne posa pas de questions, mais il s'accrochait plus fort quand Mike le bordait, voulait plus d'histoire, dormait recroquevillé comme s'il se préparait à ce que le monde change à nouveau. De l'autre côté de la ville, Isa fixait l'enveloppe posée sur son bureau, une autre lettre de l'avocat de son père. Elle ne l'avait pas ouverte. Elle se fichait de savoir quelle était la dernière offre ou menace. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le cottage lui semblait plus froid maintenant, plus grand. Elle jouait encore parfois du piano, mais seulement quelques accords courts et hésitants. La musique s'arrêtait toujours avant d'avoir pu se terminer. Et le banc, elle évitait complètement le parc, car elle savait que si elle s'y asseyait, elle ressentirait à nouveau tout ce qu'elle avait ressenti. La chaleur, l'espoir, la façon dont Mike la regardait comme si elle valait plus que son nom de famille. Le silence entre eux n'était pas seulement une absence, c'était du chagrin. Le message vocal est arrivé un dimanche après-midi tranquille, juste après le déjeuner. Mike pliait le linge tandis qu'Anna était assise sur le sol du salon, coloriant les contours d'un dessin qu'elle avait commencé quelques jours auparavant. Un chat bancal en tutu rose, dansant sur un nuage. Jake faisait la sieste à l'étage. Son camion jouait toujours serré dans une main. Le téléphone de Mike vibra sur le comptoir. Une notification de message vocal. Pas d'identifiant d'appelant. Il a hésité avant de le lire, le pouce suspendu, son instinct lui disant que ce n'était peut-être pas juste un autre appel manqué. Il a quand même appuyé sur « Lire ». « Salut. Salut. Anna, c'est Isa. » Mike s'est figé, la serviette toujours dans les mains. « Je ne sais pas si ton père te laissera écouter ça et je comprendrai s'il ne le faisait pas, mais tu me manques. Tes dessins me manquent. Tu ne le sais probablement pas, mais je les ai tous gardés. Ils sont sur mon frigo. Celui de la princesse et du monster truck me fait encore sourire tous les matins. » Sa voix se brisa légèrement, douce et incertaine. « Tes questions me manquent aussi. Tu es la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui m'ait demandé quel était mon type de nuage préféré. » Mike jeta un coup d'œil à Anna. Elle était toujours en train de colorier, inconsciente, paisible. « Je ne sais pas comment expliquer les choses d'adulte, » a continué Isa, d'une voix encore plus faible. « Parfois, les adultes prennent des décisions pour protéger les gens, mais parfois, on les protège tellement qu'on les perd. Et c'est ma faute. Une pause, une inspiration. Tu m'as donné le sentiment d'avoir ma place quelque part, comme si je pouvais être une personne normale qui boit du lait chocolaté et écoute des histoires sur les licornes de l'espace. Ça a compté plus pour moi que tu ne le sauras jamais. » Il y eut un silence à la fin. « Alors dis merci à ton père de m'avoir laissé faire partie de ton monde, même pour un court instant. » Le message vocal prit fin. Mike resta là un moment, le cœur partagé entre la douleur et une certaine tendresse. Puis il posa le téléphone, se dirigea vers le sol et s'assit à côté d'Anna. Il observa sa couleur pendant un instant, puis dit doucement « Hé, quelqu'un t'a laissé un message. » Anna leva les yeux, curieuse. « Isa. » Mike acquiesça. Anna sourit. « Je savais qu'on lui manquait. » Cela fit la une du plus grand journal du dimanche, La Vérité, sur Isa Monroe. La fugue d'Isa Monroe et l'héritage qu'elle a refusé de recevoir. Mike tomba sur l'article par hasard. Il faisait défiler son fil d'actualité pendant sa pause déjeuner, essayant d'ignorer le bourdonnement constant de son téléphone, quand son nom lui sauta aux yeux, écrit en lettres dorées et en gras. Au début, il voulut détourner le regard, mais quelque chose dans la photo, un cliché pris sur le vif d'Isa, à demi tourné, le regard distant, l'attira. L'article était long, brillant, et clairement écrit par quelqu'un qui voulait le scoop depuis des années. Mais contrairement au ragot des tabloïds d'avant, celui-ci était différent. Ce n'était pas du commérage. C'était la vérité, brute, sans phare
et incroyablement humaine. Elle racontait l'histoire d'une fille née dans un monde où les apparences étaient tout. Comment Isa Monroe avait été préparée à devenir le visage de Monroe Holdings dès qu'elle avait su marcher. Elle décrivait la pression, les attentes étouffantes, les chuchotements froids dans la salle de réunion et les gros titres rédigés comme des scénarios d'une vie qu'elle n'avait jamais choisie. L'article parlait de la lutte silencieuse de sa mère contre le cancer, de la façon dont elle l'avait caché, de la façon dont sa mort n'était pas seulement une tragédie, mais un tournant. Il révélait qu'Isa avait essayé de rester, de diriger, mais que sa voix avait été étouffée par l'héritage et les avocats, son chagrin enfoui sous les bilans financiers. Puis vint le point de rupture, un vote secret du conseil d'administration pour passer outre sa décision finale sur un projet caritatif au nom de sa mère. Une trahison silencieuse et tranchante. Cette nuit-là, Isa quitta le bâtiment et n'y revint jamais. Elle disparut des médias, rompit tout lien, vendit ses actions discrètement et disparut sans un mot. Jusqu'à présent, Mike lut chaque mot, retenant son souffle. C'était comme si quelqu'un avait retiré l'armure qu'elle portait et montré au monde la personne qu'il avait déjà vue. Pas l'héritière, pas la vedette, juste Isa. À la fin de l'article, il y avait une seule citation d'elle. « Je ne suis pas partie parce que je détestais ma famille. I.M. partie parce que je me perdais. Je voulais découvrir qui j'étais quand personne ne me regardait. » Mike s'est adossé, les yeux toujours rivés sur l'écran. Et pour la première fois depuis des jours, il ne se sentait ni confus ni trahi. Elle lui manquait juste énormément. L'anniversaire de Jake tombait un samedi, ensoleillé, frais et plein de chaos. La cour était jonchée de ballons attachés à des chaises pliantes, et une banderole faite maison pendait légèrement sur la clôture, sur laquelle on pouvait lire « Jake a 6 ans », écrit de la plus belle écriture d'Anna. Mike s'occupait du barbecue, tandis que les enfants du quartier passaient à toute vitesse, vêtus de capes de super-héros et de couronnes en papier, alimentés par des jus de fruits et du glaçage. Jake portait sa chemise préférée, bleue, avec des petits camions, et un chapeau d'anniversaire qui ne cessait de glisser sur ses yeux. Il était rayonnant, couvert de gâteaux, et rigolait pendant qu'Anna le poursuivait dans le jardin avec une épée en ballon. Les cadeaux arrivaient par vagues. Des dinosaures en plastique, une voiture télécommandée, un ensemble d'outils en plastique que Mike avait secrètement choisi quelques semaines auparavant. Jake déchirait chaque cadeau avec l'enthousiasme que seuls les enfants de 6 ans peuvent avoir. Mais une petite boîte se démarquait. Pas d'étiquette, pas d'emballage coloré, juste du papier brun soigneusement plié et un ruban noué avec soin. Mike l'a repérée avant Jake. Elle était cachée sous la table, presque invisible. Il l'a prise et l'a retournée. Pas d'étiquette, pas de marque, juste 3 petites lettres gravées au fond en lettres cursives. I.M. Son cœur a fait un bond. « Hé, mon grand !» a-t-il dit en s'agenouillant à côté de Jake. Encore un. Jake a déchiré le papier plus lentement cette fois, comme s'il sentait que quelque chose était différent. À l'intérieur se trouvait un petit camion en bois sculpté à la main. Simple, lisse, avec de vraies roues qui tournent. Pas de piles, pas de lumière clignotante, juste du savoir-faire artisanal. Jake le tenait comme un trésor. Waouh! Anna se pencha. C'est du vrai bois. Mike sourit discrètement. Quelqu'un l'a fait spécialement pour toi. Jake le retourna, plissant les yeux pour lire les initiales. C'est quoi I.M. Mike marqua une pause. Un ami. Quelqu'un qui te trouve génial. Jake rayonna de joie. Je peux dormir avec? Bien sûr. Plus tard, après le coucher du soleil, alors que la cour était redevenue calme, Mike s'assit sous le porche, la boîte sur les genoux, et suivit du doigt les contours du jouet fabriqué par Isa. Il n'y avait ni mots, ni grande déclaration, juste ce cadeau parfait de quelqu'un qui se souvenait des petites choses. Elle n'avait pas oublié, et ça signifiait tout. C'était l'après-midi lorsque la berline argentée se gara sur le parking de Bennett Auto. Élégante, déplacée et bien trop rutilante pour une ville où la plupart des véhicules étaient cabossés et avaient une histoire. Mike était sous le capot d'une Impala rouillée, les mains couvertes de graisse, la sueur collée à son col. Lorsque la portière de la voiture s'ouvrit et qu'un homme en costume gris anthracite en sortit comme s'il était le propriétaire de l'asphalte sur lequel il se tenait. Il n'avait pas sa place ici. Cela sautait aux yeux. Mike s'essuya les mains sur un chiffon et sortit de derrière la voiture, les sourcils levés. « Vous vous êtes perdu ?» demanda-t-il d'un ton neutre. L'homme ne sourit pas. « Monsieur » Il prit la carte sans la regarder. « C'est elle qui vous envoie. »« En quelque sorte, » répondit Calhoun en ajustant sa cravate comme si la poussière dans l'air le dérangeait. « Mademoiselle Monroe refuse actuellement tout contact avec la presse.
Elle a pris des mesures pour préserver sa vie privée, mais elle m'a demandé de vous remettre quelque chose de personnel. Mike se raidit. Quel genre de chose? L'avocat fouilla dans sa mallette et en sortit une enveloppe fine. Pas de cachet, pas d'en-tête. Un accord de fiducie pour vos enfants. Mike cligna des yeux. Pardon? Calhoun resta impassible. C'est modeste selon les standards de Monroe. Soutien scolaire, frais de santé, pas de publicité, pas de lien, entièrement anonyme dans les registres. Mademoiselle Monroe a clairement indiqué que cela ne devait pas être présenté comme un acte de charité. Elle a appelé cela une réparation. Mike fixa l'enveloppe comme si elle était en feu. Elle pense qu'elle nous doit quelque chose. Elle pense, dit Calhoun avec précaution, qu'elle a perturbé quelque chose de bien et qu'elle ne peut pas le réparer, mais qu'elle peut l'honorer. Mike ne tendit pas la main vers l'enveloppe. Il ne bougea pas du tout. Calhoun jeta un coup d'œil autour de lui, visiblement mal à l'aise. Il n'y a aucune attente, monsieur Bennett. C'est juste un geste. Sur ces mots, il posa l'enveloppe sur l'établi, se retourna et retourna à la berline. Mike le regarda s'éloigner, le cœur battant à tout rompre. Il n'ouvrit pas l'enveloppe, pas encore. Mais elle restait là, silencieuse, lourde, avec le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Anna attendit que Jake s'endorme et que la maison soit calme. Elle s'assit à la table de la cuisine avec sa trousse à crayon et du beau papier, celui avec de petites étoiles imprimées dans les coins qu'elle gardait habituellement pour les anniversaires et les cartes de remerciement. Mike était dans le garage en train de terminer un travail tardif, alors elle écrivit en tirant légèrement la langue pour se concentrer, prenant soin de ne pas maculer les bords. Elle ne demanda pas la permission. Certaines choses ne nécessitaient pas de permission. Elle se souvenait de l'adresse. C'était l'une de celles que son père avait mentionnées une fois, celle qui était écrite sur ce bout de papier plié qu'il gardait dans le tiroir de son bureau, le papier qui venait du portefeuille. Anna l'avait vu suffisamment de fois pour se souvenir du nom de la ville et de la rue au nom bizarre, Hollow Birch Lane. Elle ne savait pas si Isa vivait toujours là-bas, mais elle l'espérait. La lettre était courte, sincère, tout comme Isa l'avait toujours été avec elle. « Chère Isa, tu me manques. Jake aussi, même s'il fait semblant du contraire. Il dort toujours avec son camion en bois tous les soirs. Il est un peu abîmé maintenant, mais on dit que c'est une cicatrice de course. Papa est silencieux. Je pense que tu lui manques beaucoup, mais qu'il ne sait pas quoi faire. Les adultes sont bizarres comme ça. J'ai vu ta photo sur Internet. Tu avais l'air triste. Tu souriais plus ici. Tu riais de mes dessins et tu me disais que j'étais la seule personne assez courageuse pour dessiner un monstre avec un diadème. Je continue à dessiner. J'en ai fait un pour toi. Reviens si tu veux. Pas parce que tu y es obligé, mais simplement si on te manquons aussi. Je t'aime, Anna, la fille qui dessine des nuages. » Elle plia soigneusement la lettre et y ajouta un dessin. Isa debout sur un banc dans un parc, entourée d'étoiles et de papillons, les cheveux au vent. Puis elle l'a scellé avec du ruban adhésif, a écrit l'adresse lentement de sa plus belle écriture et a collé 2 timbres pour porter chance. Le lendemain matin, elle l'a déposé dans la boîte aux lettres sur le chemin de l'école sans le dire à son père, car certains messages ne devaient pas passer par les adultes. Certains étaient justes pour elle. La cabane était tranquille dans les bois, à des kilomètres de la ville la plus proche, cachée sous de grands pins et un ciel si clair la nuit qu'on aurait dit que les étoiles pouvaient tomber directement dans ses mains. Isa était venue là pour disparaître. Pas de réseau cellulaire, pas d'internet. Juste une cheminée et un vieux plancher qui craquait à chaque fois qu'elle marchait dessus. Elle ne s'attendait pas à recevoir du courrier. Mais il était là, déposé dans la boîte en fer blanc au bout du chemin de gravier par le gardien, qui venait une fois par semaine pour vérifier que tout allait bien. Une seule enveloppe, petite et simple, adressée à la main. Elle eut le souffle coupé lorsqu'elle vit l'écriture, les lettres soignées, le cœur supplémentaire au-dessus de l'œil dans son nom. Elle l'apporta à l'intérieur comme si elle était en verre. À table, avec le crépitement du feu derrière elle, elle l'ouvrit lentement. Le papier sentait légèrement le crayon. Des paillettes collaient au bord du dessin glissé à l'intérieur. Puis, elle lut ligne par ligne, phrase par phrase. Sa poitrine se serra jusqu'à ce qu'elle ait mal en respirant. « Tu me manques. Jake aussi. Tu avais l'air triste sur Internet. Tu souriais plus ici avant. » Isa porta sa main à sa bouche, les épaules tremblantes. Pas à cause du chagrin, mais à cause de la franchise, de la vérité qu'il contenait. La vérité d'un enfant, sans filtre et pleine de grâce. Elle déplia ensuite le dessin qui la représentait sur un banc dans un parc, entouré de petites étoiles et de papillons bleus. Les détails étaient incroyables. La forme de sa tresse,
la courbe de son sourire, le petit cœur flottant au-dessus de sa tête. Elle ne pleurait pas souvent. Elle avait appris depuis longtemps que les larmes ne changeaient rien à son monde. Mais elle pleurait maintenant, de grosses larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues tandis qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. Parce qu'Anna se souvenait d'elle, non pas comme un titre de journal, non pas comme une Monroe, mais comme la femme qui écoutait ses histoires, riait de ses théories sur les nuages et la trouvait courageuse. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était une invitation à revenir, à être vue, à être pardonnée. Et pour la première fois depuis des semaines, Isa savait exactement où elle devait aller. Le banc lui semblait plus petit que dans ses souvenirs. Peut-être était-ce dû aux ombres qui s'allongeaient désormais ou au vent qui apportait cette fraîcheur vif de fin d'automne qui annonçait l'arrivée de l'hiver. Isa se tenait à l'entrée du parc, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, pas sûre d'avoir le droit de s'asseoir, mais elle le fit quand même. Lentement, prudemment, elle traversa l'allée et s'assit sur le banc, le même où tout avait commencé. L'endroit où un portefeuille perdu avait donné lieu à une conversation tranquille, à des rires, à quelque chose qui ressemblait à une guérison. Ça semblait différent maintenant, plus lourd. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Le parc était presque vide. Un jogger passa, écouteur dans les oreilles. Un enfant lançait des feuilles en l'air, poussant des cris de joie lorsqu'elle retombait en pluie. Mais aucun signe de Mike, aucun signe des enfants, juste Isa et le silence. Elle n'avait dit à personne qu'elle était de retour. Pas de message, pas d'appel. Après avoir lu la lettre d'Anna, elle avait rassemblé les quelques affaires qu'elle avait gardées dans la cabane et était partie avant même le lever du soleil. Ses mains avaient tremblé pendant tout le trajet. Elle s'assit le dos droit, les genoux serrés, résistant de toutes ses forces à l'envie de bouger. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Des excuses, une seconde chance, le pardon. Peut-être rien du tout. Peut-être avait-elle juste besoin d'être ici une fois de plus. Le vent se leva, faisant bruisser les dernières feuilles tenaces au-dessus d'elle. Isa serra son écharpe et s'adossa au banc, les yeux fermés. Le bois était froid, familier. Les minutes passèrent, peut-être plus. Elle regarda sa montre, puis se ravisa. Le temps n'avait pas d'importance ici. Et juste au moment où le doute commençait à s'installer en elle, où elle se demandait si elle n'aurait pas mieux fait de rester loin, elle l'entendit. Des pas, lents, réguliers. Elle ouvrit les yeux. Mike se tenait au bord du chemin, les mains dans les poches de sa veste, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ni colère, ni soulagement, juste une présence. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Le banc était toujours aussi étroit. Il s'assit à côté d'elle, et pendant un moment, ils se contentèrent de respirer le même air, de partager le même silence. De retour là où tout avait commencé. Mike n'avait pas prévu de partir. Il se le répéta une douzaine de fois ce matin-là, tout en versant le café, tout en lassant les chaussures de Jake, tout en conduisant Anna à l'école avec son sac à dos rempli de livres et d'espoirs discrets, il se dit que la vie avait continué, qu'il avait des responsabilités, une entreprise, 2 enfants qui avaient besoin de stabilité, pas de gros titres. Mais sa lettre avait changé quelque chose, celle qu'Anna avait écrite, celle dont il n'avait pas connaissance jusqu'à ce qu'elle laisse échapper qu'elle avait envoyé des dessins à Hollow Birch Lane. Il avait fait semblant d'être agacé, mais au fond, il aurait voulu lui dire quelque chose aussi, quelque chose de vrai, sans filtre. Mais il était trop pris par la peur, la fierté et la douleur d'essayer d'empêcher son monde de s'écrouler. Et pourtant, il se retrouva à marcher, les mains dans les poches, la veste fermée pour se protéger du vent, les pas lents alors qu'il s'approchait du parc. Le chemin serpentait comme d'habitude. Le banc attendait au centre, comme toujours. Mais aujourd'hui, Isa, assise, les mains cachées entre ses genoux, la tête légèrement inclinée, comme si elle ne savait plus trop comment occuper l'espace. Mike s'arrêta au bord du chemin. Pendant un moment, il se contenta de la regarder, laissant son image s'imprimer dans son cœur comme quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à manquer, mais qu'il avait manqué. Il ne se sentait plus en colère. Pas vraiment. Il ressentait encore de la douleur et de la méfiance, ainsi qu'une profonde souffrance qui venait du fait de se soucier de quelqu'un dont on n'était pas sûr de pouvoir garder. Mais il y avait aussi une vérité indéniable. Il n'avait pas cessé de penser à elle, pas une seule fois. Et malgré tous ses efforts, il ne pouvait oublier la façon dont elle avait ri avec ses enfants, la façon dont elle s'était assise par terre et avait colorié comme si c'était important, la façon dont elle le regardait, pas comme un projet, pas comme un gros titre, mais comme un homme, comme un père, comme quelqu'un qui méritait d'être vu. Alors il s'est approché. Elle a levé les yeux quand il s'est approché, les yeux grands ouverts, mais fatigués. L'espoir vacillait derrière eux,
comme une lumière de Porsche laissée allumée trop longtemps. Il n'a pas parlé. Il s'est juste assis à côté d'elle. Pas parce que tout était pardonné, mais parce que tout n'était pas forcément perdu. Le banc semblait différent cette fois-ci, moins comme un endroit où se cacher, et plus comme un endroit où enfin dire la vérité. Ils sont restés assis en silence pendant un moment, sans se presser. L'air automnal flottait entre eux, frais et vif, et les rires lointains provenant d'une aire de jeu voisine leur rappelaient que la vie continuait, même quand la leur semblait s'être brisée en deux. Isa a été la première à parler. « Je ne suis pas venue ici pour arranger quoi que ce soit », a-t-elle dit d'une voix calme. « Je sais que je ne peux pas, mais j'avais besoin d'être ici pour te voir et te dire que désolé. » Mike ne l'interrompit pas. Il laissa les mots faire leur chemin. « Je pensais que je te protégeais », continua-t-elle. « Mais je me protégeais moi-même de la culpabilité, du sentiment que je gâchais tout ce que je touchais. » Mike se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Tu n'as rien gâché, Isa. La tempête est arrivée. On n'avait juste pas de parapluie assez grand. » Elle a laissé échapper un petit rire brisé. « Eh bien, c'est la façon la plus poétique qu'on m'ait jamais dite que un désastre ambulant. »« Je n'ai pas dit que tu l'étais, a-t-il répondu. J'ai dit qu'on n'était pas prêt. » Il a baissé les yeux vers ses mains, encore couvertes de graisse autour des ongles. « J'ai passé tellement de temps à essayer de tout maintenir en place pour Anna, pour Jake, pour moi-même. Et quand tu es arrivé, c'était comme si quelqu'un me voyait pour la première fois depuis des années. » Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes. « Tu penses que tu étais le seul, dit-elle. Toi et tes enfants. Vous m'avez fait me sentir à nouveau humaine. Pas un nom, pas un titre, juste une personne. » Ils restèrent assis dans cette vérité pendant un moment. Pas de masque, pas de répliques apprises. « J'ai lu la lettre d'Anna, dit-elle. Elle a fait un dessin de moi sur ce banc. Elle a dit que je souriais plus ici avant. » Mike sourit faiblement. « Elle est observatrice. Elle tient ça de sa mère. Je veux revenir, dit Isa, le souffle coupé. Pas dans ta vie, pas à moins que tu le veuilles, mais auprès des gens qui en font partie, ceux qui m'ont fait croire qu'il y a plus que l'argent, l'héritage et le bruit. » Mike la regarda longuement, non pas comme Isa Monroe, l'ancienne, mais comme Isa, la femme qui s'était assise sur son porche, avait colorié avec ses enfants et lui avait brisé le cœur de la manière la plus honnête qui soit. « Je ne sais pas à quoi cela ressemble, dit-il, mais je sais qui compte. » Elle tendit la main vers lui. Cette fois, il la laissa la prendre. La matinée a commencé avec des pancakes un peu brûlés, de taille inégale, préparés avec trop d'enthousiasme et pas assez de précision. Jake a insisté pour casser les œufs lui-même, et la moitié d'un œuf s'est retrouvée par terre. Anna s'est autoproclamée responsable des pépites et a versé des pépites arc-en-ciel dans la pâte avec un geste théâtral. Isa se tenait dans la cuisine en riant, les manches couvertes de farine, une cuillère en bois dans une main et une douce douleur dans la poitrine. Elle n'avait pas prévu de rester la nuit précédente, mais quand Mike lui a proposé le canapé et que les enfants ont poussé des cris de joie, quelque chose en elle a dit oui sans demander la permission. Cela semblait facile, naturel. Ils ont mangé autour de la table de la cuisine, les coudes se cognant, le sirop coulant, Anna expliquant en détail comment les licornes pourraient évoluer si elles devaient vivre dans l'océan. Mike acquiesçait, faisant semblant de prendre des notes. Isa intervint, suggérant des crinières d'algues. Jake approuva. Après le petit déjeuner, ils enfilèrent leurs vestes et se rendirent au marché fermier de la ville. Isa tenait la main gantée de Jake tandis qu'il montrait des citrouilles et s'extasiait devant des beignets au cidre de pomme. Anna demanda à Isa de l'aider à choisir une bougie pour sa chambre, quelque chose d'adulte mais qui ne sente pas mauvais. Mike observait tout cela en silence, un doux sourire ne quittant jamais son visage. Ia le ressentait dans les petits moments, le fait de se tenir la main, les conversations sans effort, la façon dont Jake se blottissait contre elle lorsqu'il était fatigué à mi-chemin de la maison. Et elle n'a même pas réfléchi avant de le prendre dans ses bras. Pas de caméra, pas de script, pas d'attente, juste le rythme simple de l'appartenance. De retour à la maison, ils ont construit un fort avec des oreillers dans le salon. Isa a rampé à l'intérieur à côté d'Anna, qui lui a tendu une lampe de poche et l'a déclarée lectrice officielle d'histoire. Elle le lut à haute voix jusqu'à ce que Jake s'endorme, blotti contre elle comme s'il avait toujours fait ça. Plus tard, quand les enfants furent couchés et que la maison fut calme, Isa resta longtemps dans le couloir à écouter la douce respiration des deux enfants endormis. Mike s'approcha d'elle et lui dit à voix basse « Il t'aime déjà, tu sais ?» Elle le regarda, les yeux embués. « Je n'ai jamais connu ça, même pas de loin. » Il lui prit à nouveau la main, entrelaçant leurs doigts. « Maintenant, tu le connais. » Et dans cette maison silencieuse, Isa le ressentit. Pas comme une visiteuse, pas comme une étrangère,
mais comme un membre de la famille. L'air nocturne était frais. Les étoiles s'étendaient à travers le ciel comme si quelqu'un avait saupoudré le firmament de sucre. Mike se tenait sur la terrasse arrière, les bras croisés, observant le calme du jardin. À l'intérieur, les enfants dormaient. Le fort était toujours debout dans le salon, monument d'une journée ordinaire qui n'avait pourtant rien d'ordinaire. Isa sortit derrière lui, tirant la vieille couverture en flanelle du canapé pour l'enrouler autour de ses épaules. Il ne se retourna pas, mais il savait qu'elle était là. Il pouvait la sentir, proche, mais attendant comme elle le faisait toujours, le laissant décider qu'en parler. « Je pensais que si je tenais le coup assez longtemps, la vie finirait par se mettre en place, » dit finalement Mike. Comme si, en gardant la tête baissée et en continuant d'avancer, les choses finiraient par s'arranger. Isa s'approcha de lui suffisamment pour partager le silence. « Mais ça ne marche pas comme ça, » continua-t-il. « La vie ne cesse de te lancer des balles courbes, et soit tu les attrapes, soit tu te fais toucher. » Elle lui jeta un regard doux. « Et ça, alors? Qu'est-ce qu'on est ?» Il expira longuement et calmement. « Ça ?» Il se tourna vers elle, le regard sincère. « C'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression de vivre autre chose que la survie. » Elle cligna des yeux, surprise par la clarté de sa voix. « J'avais peur, » admit-il, « du bruit, de ce que ton nom apporterait dans nos vies, de perdre le peu que j'avais construit pour les enfants, mais te repousser ne nous protégeait pas. Ça nous rendait juste tous un peu plus vides. » La voix d'Isa n'était qu'un murmure. Et maintenant, Mike s'approcha, les mains douces, cherchant les siennes. « Maintenant, j'arrête de garder la porte entr'ouverte. Plus de « et si », plus de conditions. Je me fiche des gros titres. Je me soucie de toi, la femme qui a fait rire mes enfants, qui est restée éveillée pour colorier et lire des histoires avant de dormir comme si elle était née pour être ici. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne prit pas la peine de cacher. « I.M. partant, Isa. Je m'engage à fond si tu le veux toujours. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement vers lui et l'embrassa. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas désespéré, c'était un baiser calme et assuré qui disait « chez soi ». Et cette fois, aucun des deux ne s'écarta. Le parc était exactement comme le premier jour. Les mêmes chemins sinueux, la même balançoire écaillée, le même banc en bois sous le vieux chêne. Mais pour Mike et Isa, tout avait changé. Ils étaient assis côte à côte sur le banc, les épaules se touchant, les mains légèrement entrelacées. Le soleil de fin d'après-midi répandait sa lumière dorée sur l'herbe, projetant de longues ombres et réchauffant la brise fraîche. Anna et Jake couraient en rond parmi les feuilles, leur rire résonnant comme une musique dans le silence. Isa les regardait en souriant, le regard doux. Jake porte à nouveau sa couronne. Mike rit, c'est son look de roi du parc, très exclusif. Anna tourna sur elle-même, les bras grands ouverts, puis cria à travers le champ. « On est en train de construire un royaume de feuilles. Vous devez venir voir. » Une minute plus tard, Mike répondit en serrant doucement la main d'Isa. « Laisse les architectes royaux terminer leur plan. » Ils regardèrent tous les deux en silence pendant un moment. Le genre de silence qui n'était plus pesant, mais plein de compréhension, d'appartenance, de paix. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça ait commencé avec un portefeuille, » dit Isa en secouant la tête. « Techniquement, » dit Mike, « ça a commencé quand tu as laissé un portefeuille sur un banc dans le parc et que j'ai été trop honnête pour mon propre bien. » Elle lui sourit. « Tu dis ça comme si c'était un défaut. » Il haussa les épaules. « Parfois, j'avais l'impression que c'en était un, jusqu'à ce que je te rencontre. » Son regard se posa sur leurs mains. « Tu sais, je ne te l'ai jamais dit. Quand j'ai tout laissé derrière moi, je pensais que je n'arrêterais jamais de fuir. Je pensais que c'était la seule chose que je savais faire, disparaître. » Mike la regarda, calme et sûr de lui. « Tu n'as pas disparu. Tu n'avais simplement pas encore trouvé ta place. » Une brise souffla, agitant les feuilles autour de leurs pieds. Les enfants crièrent quelque chose à propos de dragons et de boucliers de feuilles. Isa rit. « Je suppose que j'ai enfin trouvé ma place. » Mike acquiesça. « Exactement là où tu devais être. » Ils sont restés assis là un moment, à regarder leurs enfants, construire un royaume à partir de rien d'autre que des brindilles et de leur imagination. Pas de photographe, pas de gros titres, juste de l'amour dans sa forme la plus simple. Le monde continuait de tourner. Mais ici, sur ce banc, tout prenait enfin sens. On dit que la vie bascule à des moments importants. Offre d'emploi, chagrin d'amour, portes claquées ou grandes ouvertes. Mais parfois, elle bascule à cause de quelque chose de plus petit, de plus discret. Quelque chose comme un portefeuille oublié sur un banc public. Mike n'avait pas prévu de le ramasser. Il ne cherchait pas de monnaie, ni le destin, ni le genre d'histoire que les gens racontent autour d'un feu de camp des années plus tard.
Il était juste un père fatigué pendant sa pause déjeuner, faisant ce qu'il espérait que quelqu'un d'autre ferait pour lui. Un acte honnête, rien de plus. Mais ce portefeuille contenait plus que de l'argent. Il contenait un nom, une question, un début. Et grâce à lui, Isa est apparue, avec son cœur sur la main et sa tristesse tranquille, sa grâce, ses fantômes et son besoin de quelque chose de réel. Pas de grandiose, pas de tapage, juste de réel. Quelque chose d'assez doux pour inspirer confiance et d'assez fort pour tenir bon. Ensemble, ils ont construit une vie qui ne faisait pas les gros titres. Ce n'était pas nécessaire. C'était des dîners de spaghettis et des doigts collants après les anniversaires. C'était des rires dans des forts construits avec des oreillers et des regards échangés dans des pièces bondées. C'était des discussions difficiles sur des bancs publics et des mains qui se tenaient dans le silence. C'était un foyer. Avec le recul, Mike ne pourrait jamais expliquer comment tout cela s'était déroulé de manière si parfaitement désordonnée. Comment un objet perdu pouvait devenir une famille retrouvée? Comment une femme fuyant le poids du monde pouvait trouver la paix dans une petite ville où rien d'important ne se passait jamais, sauf cela? Et Isa, elle se souviendrait toujours du moment où il l'avait appelée par son nom, comme s'il ne s'agissait pas d'une marque, mais d'une personne. Comment il n'a jamais demandé plus que de l'honnêteté? Comment il lui a fait croire que l'amour n'avait pas besoin d'un empire pour avoir de la valeur? Alors si jamais tu trouves un portefeuille sur un banc, ne passe pas ton chemin. Ramasse-le. Cela ne mènera peut-être à rien. Ce n'est peut-être